parler. Donc déjà, moi, la première question que j'ai à te poser, c'est un petit peu, toi, est-ce que tu as déjà été concerné par la question du handicap de près ou de loin? De moyennement près. Non, mais dans le sens où en fait mon épouse a eu un cancer D'accord. et elle est toujours en traitement et là elle est en incapacité. D'accord. Donc en fait elle est en incapacité de niveau 1 Mhm. et du coup ça fait qu'elle est à 60%, mais son contexte de travail est, est compliqué dans le sens où ils ont besoin d'avoir des gens qui sont à 150% tout le temps. Ouais. Donc elle a en fait une position un peu hybride aujourd'hui qui est à la fois j'ai un pied dehors mais j'ai aussi un pied dedans et il faut que j'essaye de me faire une place et il faut que j'essaye de me battre pour garder mon 60%. Ouais. Voilà. Donc Ok. on va dire que c'est l'exemple le plus proche que je puisse avoir. Ce D'accord. n'est pas un handicap mais plus une incapacité. Du coup, Qui justement... peut être lié parce qu'en fait Ouais. elle est en incapacité de par la fatigue. Mhm. Donc elle est plus vite fatiguée de par Mhm. tous les traitements qu'elle a pu avoir. Mhm. Donc voilà. Donc, Ok. D'accord. Juste pour information, du coup, effectivement, elle, dans son cas, elle peut être reconnue, entre guillemets, en situation de handicap. C'est-à-dire, quand on parle de situation de handicap, c'est finalement le fait qu'elle ait en fait, si tu veux, la définition du handicap, on parle de... entre guillemets, d'incapacité substantielle. Enfin, c'est que c'est à un moment donné, tu as quelque chose, entre guillemets, en moins par rapport aux autres, qui peut être temporaire, qui peut être continu, parce que là, c'est une pathologie que tu as, voilà. Et effectivement, là, on parle de handicap, maladie invalidante. Là, c'est ça. En fait, quand on parle de situation de handicap, dans le cas d'un cancer, on parle de maladie invalidante. Ok. Et du coup, au niveau professionnel, tu as déjà, toi, été confronté D'accord. Donc moi, la question que j'ai posée, là, en gros, je te redis juste un petit peu le plan vite fait des questions que j'ai posées au DRH, pardon. C'est les premières questions plutôt sur la maladie au travail et les conséquences, et une deuxième partie sur l'évolution professionnelle et ses conditions. Donc j'ai posé la question au manager, au DRH, en leur demandant quelles seraient les options possibles pour identifier les salariés à risque, donc ceux qu'on sent qu'il peut y avoir une problématique, et comment ça pourrait être mis en place. Et moi, la question que je te pose, toi, en tant que manager, c'est comment toi, tu pourrais t'impliquer, justement, pour participer à identifier des salariés qui seraient à risque. Alors maintenant que tu le dis, je reviens sur ta question Ouais. d'avant parce que j'ai un cas là actuellement avec Charlotte, D'accord. on l'a nouvellement embauchée, qui en fait j'ai constaté qui était toujours en période d'essai et j'ai constaté qu'elle avait des lenteurs. D'accord. Et parfois des problèmes de compréhension quand il y avait trop d'informations. Ok. Donc je l'avais reçue en entretien en lui disant attention, ça serait bien que en gros tu te reprennes et tu fasses en sorte que ça soit mieux que sur le mois précédent parce que tu es toujours en période d'essai et là aujourd'hui ton niveau que tu as actuellement ne convient pas à ce que j'attends. Et elle m'a vu une semaine après, elle a demandé à avoir un rendez-vous parce qu'en fait il s'avérait qu'elle a un problème qui nécessite d'avoir des rendez-vous toutes les semaines avec une neuropsychiatre. D'accord, donc elle doit avoir des troubles cognitifs peut-être. Donc après, je ne suis pas rentré dans le détail parce que j'ai pas envie de rentrer, parce que c'était assez dur pour elle déjà d'en parler, et, sauf que c'était pas reconnu comme un handicap. Ouais. Donc c'est pour ça que j'en parle, parce que ça fait partie des autres exemples, et quand tu me disais comment j'aurais pu le reconnaître, comment j'aurais pu le prévoir, ça très clairement j'aurais pas pu. Parce que sur ce genre d'handicap ou ce genre de problème, parce que là en l'occurrence c'est même pas reconnu comme étant un handicap, je peux m'en rendre compte qu'une fois le fait accompli. Ouais, là on est dans une situation où on a un salarié qui potentiellement a des troubles cognitifs. Et effectivement, il y a c'est souvent des trucs qui sont très très difficiles à identifier. Et si la personne ne te le dit pas, tu peux pas savoir. Après, il y a des choses à force de
d'être peut-être confronté à des situations un peu particulières, d'avoir une approche où à un moment donné on parle un peu de ces problématiques-là, peut-être qu'un manager peut se dire ah tiens, là je vois qu'il y a des difficultés, peut-être qu'il y a ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça peut être difficile effectivement d'aborder le sujet. Identifiable. Et puis après, mais typiquement, toi dans ton cas, justement ce cas-là, et sur un cas où justement tu es informé finalement d'un salarié qui est en difficulté, où tu vois qu'effectivement un salarié qui va souvent en arrêt maladie, toi, comment est-ce que tu penses pouvoir te positionner en tant que manager pour faire peut-être remonter de l'info, pour justement être un catalyseur qui va permettre la prévention finalement sur un salarié qui pourrait finalement, à cause de problématiques de ce type, perdre son emploi en fait. Le problème d'un manager, c'est que tu es pris entre deux feux. Tu as la performance que tu dois fournir pour la boîte et ton côté social aussi que tu dois ménager et que tu dois dire cette personne, j'ai envie de l'aider et j'ai envie de l'aider à la fois pour que d'un autre côté mes performances soient positives et elle pouvoir la monter en compétences. Et la problématique que tu as, c'est que tu as un discours, on va dire, à l'intérieur de toi qui est vachement partagé, qui peut être vachement partagé entre, par exemple dans le cas de Charlotte, j'ai vraiment envie de l'aider parce que la nana, elle se donne, elle a envie, elle sait qu'elle a un problème, elle a fait l'erreur quelque part de peut-être pas m'en parler en amont, ce qui fait que j'aurais peut-être pu l'aider autrement, ou faire en sorte d'avoir une autre formation, ou d'appliquer peut-être lui expliquer les choses différemment pour qu'elle les comprenne mieux. Mais le problème, c'est que d'un autre côté, on a une telle pression, surtout sur la partie commerciale, au niveau de la performance, qu'on ne peut pas se permettre de perdre du temps. C'est moche ce que je dis, mais c'est la réalité. De perdre du temps à devoir expliquer, former, prendre du temps. On est dans un monde où aujourd'hui on a entre guillemets de moins en moins de temps à faire du social. Donc pour qu'une personne comme ça, donc là l'exemple c'est en gros elle est en période d'essai, fait chier, pas de bol, on va pas pouvoir la garder. Par contre, il y a un autre contexte. Il y a le contexte aussi où on est, dans le cadre de mon équipe, on est sous pression. Et le fait d'avoir un élément qui est entre guillemets défaillant, ou qui est ralenti, impacte tous les autres. Et la problématique, c'est que comme on est sous-staffé, on ne peut pas encore se permettre de prendre encore plus de temps à former une personne. Donc c'est difficile. C'est difficile. D'accord. Mais dans ce cas-là, demain, toi, tu sais qu'il y a une mission handicap, tu as une salariée comme ça qui est dans cette situation-là, et puis elle est en CDI, et puis voilà, on peut pas... Toi, quelle intervention tu peux avoir, quelle intervention tu penses pouvoir avoir, même en termes de relations avec la RH Et après, ça dépend de l'handicap. Parce que quand tu parles d'handicap, c'est super large. Parce que tu peux avoir une personne qui est tout à fait valide dans sa tête, qui va réfléchir super vite, et le seul handicap qu'elle puisse avoir, c'est qu'elle se déplace en béquille ou en fauteuil. Moi, c'est le genre de personne, je n'ai aucun problème pour les prendre. Une personne qui est... on prend l'exemple de Frédéric. Frédéric, à partir du moment où on lui avait bien expliqué, on l'avait bien formé, il était autonome. Donc, moi, ça fait partie aussi de mon côté social, que j'ai besoin aussi de donner. Je trouvais super important pour un Frédéric de pouvoir se former sur du côté administratif pur et de pouvoir travailler sur différents logiciels. Et voilà, je pense qu'il a appris des choses. Même si c'était pas forcément le métier le plus fou, il a vu autre chose, il a appris autre chose. Et quelque part, il s'est adapté aussi. Donc ça, je trouve ça intéressant. Après, si on parle d'un trouble cognitif comme on peut avoir là dans le cas de Charlotte, ou alors un autre type d'handicap, je ne sais pas, c'est plus difficile dans le cadre d'une société qui a des contraintes de performance très haut. Voilà. Donc c'est le côté chiant, on va dire, du côté commercial, c'est qu'on ne peut pas, sauf sur
faut pas mal le prendre, des basses tâches. Ouais, bah ouais. Sous des tâches avec un impact moins... qui est qui est moins impactant sur la partie performance. Sur la partie revenu, performance. Ouais. Ok. Moi, la deuxième question que j'avais posée, c'était à la DRH, quels outils on pourrait mettre en place, quels outils pourraient être mis en place pour mieux suivre un salarié qu'on a clairement identifié à risque. Et toi, en tant que manager, qu'est-ce que tu ferais si on dit, voilà, il faut suivre un salarié à risque? Est-ce que tu as des idées de ce qui pourrait être mis en place, de comment est-ce qu'un manager pourrait s'investir en travaillant justement avec la RH sur... Après, c'est de l'accompagnement, c'est des one-to-one, c'est des points réguliers, c'est fixer des objectifs, voilà, encore une fois, tout dépend de l'handicap. Mais parce que tu ne vas pas traiter une personne qui est en fauteuil comme une personne qui a un trouble cognitif. Donc après, j'ai envie de te dire, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Ça peut être de l'accompagnement avec des collègues, de travailler en shadow éventuellement dans un premier temps, et puis que la personne pompe toute la connaissance quelque part de la personne qu'elle suit. Ça peut être ça dans le cadre même éventuellement de troubles cognitifs. Ça peut être un accompagnement RH, d'avoir une cellule dédiée qui permette aussi plus d'accompagner, de suivre, de faire le relais peut-être avec le manager pour comprendre et peut-être ajuster les curseurs comment dire, le management les curseurs ou les challenges ou des objectifs. Des objectifs, ouais. Ok. Je leur ai posé ensuite la question, dans quelle mesure il serait possible de garder contact avec le salarié, notamment quand il est en arrêt maladie. Et donc la question pour toi en tant que manager, c'est est-ce que toi tu penses pouvoir, à un moment donné, avec un salarié qui est en arrêt maladie, garder le contact? C'est des choses que tu as déjà fait? Est-ce que c'est des choses que tu sais qui se font ou pas? Arrêt maladie dans le cadre d'un handicap ou arrêt maladie? Non, arrêt maladie de manière classique. C'est-à-dire que vraiment quelqu'un qui est en arrêt maladie... dans le cadre de mon équipe, même quand c'est hors de mon équipe, et je sais qu'il y a quelqu'un en arrêt maladie, je le contacte dans tous les cas pour savoir si tout va bien. Donc tu as le côté... non, c'est normal. Enfin, pour moi, ça me semble c'est normal de prendre des nouvelles après. D'accord. Donc toi, en tant que manager, tu t'es plutôt quelqu'un qui, si tu as un salarié qui est en arrêt maladie, même si ça fait un moment, qui peut garder le contact finalement avec tes salariés. Oui, grave. Enfin, je vois pas ce qui m'empêcherait de ne pas garder contact. Non. Surtout que j'en ai eu, donc non, c'est important de garder contact. D'accord. Surtout en arrêt maladie, parce que c'est un truc qui va pas bien. Puis ça se trouve, c'est un truc qui va pas bien au bureau, mais tu le sais pas et tu le sauras jamais, et voilà, donc... D'accord. Et c'est déjà arrivé que tu aies eu des salariés qui ont été qui ont eu des multiples arrêts sur une certaine période, ou des longs arrêts qui ont duré au moins plus d'une vingtaine, voire une trentaine de jours? Non, sauf moi. Sauf toi. Ok. Donc je leur ai posé ensuite la question au DRH. Je leur ai demandé dans quelle mesure et à quelles conditions une adaptation de poste anticipée pouvait être envisagée. C'est-à-dire quelles seraient les conditions, quels seraient les éléments favorables qui permettraient qu'on anticipe un aménagement de poste. C'est-à-dire qu'on a identifié un salarié à risque qui régulièrement est en arrêt maladie, on sait que c'est un problème de santé. Qu'est-ce qui permettrait d'anticiper l'aménagement de poste? En tout cas, Avant qu'elle ne tombe malade? Non, avant que la situation ne se dégrade, du coup, et qu'on arrive justement à... si elle est déjà en arrêt maladie, la situation elle est déjà dégradée? Ça dépend. C'est-à-dire que toi, ça peut être quelqu'un qui est en arrêt maladie. Il revient et il faut gérer. Et là, effectivement, on est déjà dans une situation compliquée. Ouais. Et ça peut être quelqu'un qui porte des signaux où on sent que c'est en train de se dégrader. Et dans quelle mesure, qu'est-ce qui permettrait en tout cas de pouvoir anticiper les choses? Ça, c'est... moi, je le vois tout de suite à mon équipe quand elle va bien ou pas bien. Tu le vois sur le visage de la personne.
Moi, je sais que je fais des one-to-one réguliers avec eux. Je suis beaucoup avec eux aussi sur l'open space. Donc, j'ai beaucoup d'échanges. Donc, après, à partir du moment, après, chacun le sent ou le ressent. Moi, je sais que c'est pas que je lis les gens, mais tu sens quand il y a un truc qui va ou qui va pas. Ouais. Donc, après, c'est à eux de dire s'ils ont un truc qui vont bien ou qui vont pas. Donc, après. Dans le cadre des one-to-one qu'on peut avoir, c'est toujours une question tout va bien à la maison, tu débordes un petit peu sur le perso sans être intrusif, mais pour prendre la température, parce qu'au final, si tout va bien au boulot, tout va bien au perso, t'es heureux. Par contre, si tu vois que ça te tire la tronche et que tout va bien au boulot, au bout d'un moment, tu sais où ça peut pêcher, et après, il faut savoir axer, recentrer la personne, dire, écoute, il faut que tu te concentres peut-être sur ton boulot, ou alors fais en sorte de traiter tes problèmes perso, et si c'est un problème de maladie ou autre, s'il n'y a pas un échange entre le manager et l'employé, tu peux rien faire. Et si l'échange est établi, comme si par exemple Charlotte avait été en CDI, puis en période d'essai, là on aurait été entre guillemets obligé de trouver des solutions pour faire en sorte que ça aille et encore, de prendre plus de temps pour la faire grandir ou la faire améliorer au niveau de ses performances. La question que j'avais posée ensuite, c'était dans quelle mesure des salariés à risque, donc comme je disais, quand je parle de salariés à risque, c'est soit on identifie qu'il y a un problème de santé qui fait que la personne, au fur et à mesure sur son travail, ça va de moins en moins bien, beaucoup d'arrêts maladie, multiples, qui repart, qui revient, voire très long. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut aider cette personne, ou en tout cas il serait possible de faire une mobilité? Donc quelles seraient finalement les conditions pour qu'une personne puisse faire une mobilité en sachant que c'est un salarié à risque qui risque à un moment donné d'être déclaré inapte? Après, encore une fois, tout dépend de l'handicap. Tout dépend du mal qu'il a. Mais après, il faut juste pouvoir faire une analyse au final de ce qu'elle est capable de faire, où elle est capable d'aller, parce qu'on peut dire, par exemple, une Charlotte, elle a des problèmes quand elle reçoit trop d'informations en même temps. Donc elle a du mal en fait à traiter l'information et voilà. Par contre, elle est bonne au téléphone. Donc dans le cadre de Charlotte, il est tout à fait imaginable qu'elle aille sur un poste qui soit plus un poste de réception ou un poste de réceptionniste. Où là, au final, elle sera entre guillemets monotâche. Après, voilà, c'est une étude individualisée de chaque personne qui permettra de dire voilà ce que je pense qu'elle sait faire et après c'est un échange avec la personne aussi, si la personne est motivée à changer, pourquoi pas. Ok. Ensuite, la question que j'ai posée, donc là je passe sur la partie, le volet évolution professionnelle et les conditions de l'évolution professionnelle. Je leur ai demandé comment pourraient se former les personnes en situation de handicap au métier du groupe. Selon toi, une personne, ça peut être une personne qui est dite, parce qu'il y a des personnes qui sont en situation de handicap mais pas reconnues, c'est le cas de ta salariée actuelle. Ça peut être des personnes qui sont potentiellement en devenir parce que maladie dégénérative qui évolue dans le temps. Comment est-ce qu'aujourd'hui un salarié de ce type ici en CDI pourrait se former au métier du groupe? Alors qu'est-ce que c'est au métier du groupe? Ça peut être les métiers spécifiques au groupe, ça peut être des métiers de manière générale, du support. En tout cas, quelles seraient les choses que toi, en tant que manager, tu vois qu'on pourrait mettre en place pour que des salariés se forment au métier du groupe? Imagine, en fait, le problème, c'est que ta question, elle est trop vague. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement de cas de handicap. Si tu vas parler, par exemple, d'une sclérose en plaques qui est une maladie ultra invalidante mais qui est très cyclique et qui est cyclique mais qui le mal finit toujours par grandir.
En tout cas, qu'est-ce que pourrait faire, par exemple, une DRH? Qu'est-ce que pourrait faire un manager? Comment lui, il pourrait s'investir, par exemple? À part adapter éventuellement le travail, mais le problème de l'adaptation du travail, c'est que ça va forcément devoir être compensé sur d'autres personnes. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu as une personne qui est à 100% et qui arrive à 90%, il faut que ces 10%-là soient redistribués sur l'ensemble du reste de l'équipe. Il y a ta problématique que tu vois, toi, RH sociale, mais il faut tenir compte aussi de la problématique performance. C'est-à-dire que cette personne-là, qui est... je vais ramener les choses à une vision très macro et très patron. Quand tu as cette personne-là... Très économique. Ouais, économique. Mais quand tu as cette personne-là qui est payée, je te dis, 2000 euros, versus une autre personne qui est pareil payée à 2000 euros, mais qui, au final, la personne en période en situation de handicap va travailler peut-être 20% de moins. Il faut savoir gérer, d'un point de vue managérial, le fait que il y a certaines personnes qui vont devoir travailler 5% de plus pour rien. Enfin, tu vois, tout en n'ayant rien. Ils n'ont rien choisi. Les autres non plus n'ont rien choisi. Mais on se retrouve un petit peu balancé comme ça et c'est compliqué à gérer. Surtout dans des métiers où tu as, encore une fois, où tu as des gros objectifs à fournir. Donc ouais, non, c'est compliqué. Elle est compliquée ta question parce que tu peux pas, encore une fois, tu gères pas une personne comme Frédéric qui était cariste et qui s'est fait mal au dos et qui peut plus faire par exemple ce métier-là ou porter les trucs. Tu gères pas cette personne comme tu gères une personne qui a, comme tu dis, une maladie dégénérative. Donc il y a tellement de, je pense que chaque cas est spécifique. Ouais. Il n'y a pas qu'une conduite à tenir. Ouais. L'autre question que j'avais posée, c'était est-ce que l'entreprise pourrait favoriser la VAE la validation d'acquis d'expérience. Je pose cette question notamment parce que moi j'ai eu le cas d'une salariée qui était responsable de réception, chef de réception dans un adagio. Je pense qu'elle a eu des problèmes de santé plutôt physiques qui ont fait qu'elle a été déclarée inapte sur son poste de travail. Et en fait, on l'a reclassée, mais sur un poste où elle a perdu 10K € à l'année. Donc une sacrée perte pour elle. Et par contre, moi, quand j'ai vu son CV, la nana avait fait du recrutement, elle a fait de la gestion du management, elle avait des équipes, elle avait fait pas mal de choses qui finalement... sur papier, tu dis un CV comme ça peut aller sur un poste quand même beaucoup plus intéressant que ce sur quoi on l'a mis finalement. Et donc moi, ma question au final à la DRH, c'était ça. Et comment est-ce que la DRH pourrait favoriser la VAE? Et donc je pose la question aux managers un petit peu, comment est-ce que eux, ils pourraient s'investir dans le cas d'un salarié qui a cette volonté de faire une VAE? Si par exemple demain il a une mobilité et puis on l'amène dans ton service, je n'en sais rien, comment toi tu pourrais, est-ce que tu serais prêt déjà à participer à une démarche de ce type, c'est-à-dire, et comment est-ce que tu pourrais accompagner cette personne, est-ce que tu pourrais être parrain, ce genre de choses? Après, je sais pas comment ça se passe. Les VAE, généralement, c'est une personne qui va devoir faire un dossier pour démontrer au fond son expérience. Donc c'est des trucs assez lourds quand même. Après, tu peux être parrain, tu peux être moteur, tu peux comme un tuteur en fait. Donc oui, c'est quelque chose qui est tout à fait, à mon sens, faisable. Après, tout est une question de temps. Tu peux pas accompagner la personne H24, c'est évident, mais sur un rythme de réunions hebdo pour faire des points, pour dire où t'en es, ça c'est tout à fait, à mon avis, mais qui que ce soit, c'est faisable pour n'importe qui. Mais il faut, en fait c'est un suivi et un tutorat, être là un peu comme un mentor et accompagner la personne. Mais ça, on est déjà tous censés, en tant que manager, le faire auprès de nos équipes. C'est-à-dire que tu as toujours un accompagnement, le but c'est de les faire monter en compétences pour que toi tu puisses après monter. Donc moi je sais que par exemple j'ai envie de faire monter en compétence un David pour qu'il prenne ma place à terme. Et une fois que moi je me serai envolé ici ou ailleurs, il puisse être prêt. Mais pour moi, que tu sois valide ou invalide ou en reclassement ou c'est pour tout le monde pareil. Ok. Autre question, c'est
c'était... je posais la question, quelles évolutions au niveau des métiers et quelles passerelles étaient possibles au sein du groupe par rapport à toi, ta connaissance un peu des métiers du groupe. Est-ce que tu as pu identifier un peu des passerelles et comment est-ce que des personnes pouvaient évoluer d'un métier à un autre, plutôt dans cette idée de mobilité, on va dire, horizontale, voire verticale, ça dépend. Au sein du groupe ? Au sein du groupe, ouais. Les passerelles métiers que toi, tu as pu identifier. Il y a des passerelles qui sont plus ou moins évidentes, c'est-à-dire du call center vers la vente indirecte, ici. Ça peut être éventuellement des passerelles entre les business lines, où sur une partie commerciale, tu peux aller sur un autre commercial. Donc, tu peux aller sur du Adagio, tu peux aller sur du Maeva, voilà. Après, dans la problématique de l'handicap, encore une fois, quand t'as pas de problématique dans le cadre de l'handicap, si la personne elle est, on va dire, valide dans sa tête et qu'elle a envie de grandir, il n'y a aucun frein à ce qu'elle évolue de façon verticale. Après, de façon horizontale, après, on a vachement d'offres. Si quelqu'un de mon équipe a envie d'aller travailler, je sais pas, chez la réservation propriétaire ou voilà, ça serait... c'est pas trop horizontal, ça serait plutôt en descend. Mais voilà, mais après, c'est des choses qui existent déjà actuellement. Pour des personnes en handicap. Donc là, je passe sur mes 2 dernières questions. C'est 2 questions assez importantes parce qu'il y a plusieurs sous-questions dedans. Donc l'avant-dernière question. Donc la question que je posais, c'était comment est-ce que la DRH pourrait aider à la mobilité des salariés handicapés. Donc quand je parle de comment est-ce que la DRH pourrait aider, c'était est-ce qu'elle pourrait aider à l'orientation par exemple, aider la personne à se vendre auprès du... Parce que dans le cadre d'une mobilité, il faut postuler à un poste en interne. Comment en tout cas elle pourrait mettre les choses en place. Et toi du côté manager, c'est comment toi tu pourrais participer à ça. Demain par exemple tu as un salarié... c'est de ne pas les considérer comme des handicapés. C'est déjà le point juste. D'accord. C'est pas parce qu'ils sont dans une position d'handicap qu'ils ne sont pas censés faire des efforts pour accéder à une évolution. C'est pas à mon sens, c'est pas les aider. Donc les accompagner c'est une chose, mais de les considérer comme c'est pas une solution à l'évolution. D'accord. On avait parlé de ça aussi avec Falak, donc toujours dans ce cadre-là, un petit peu justement sur la question de la mobilité. C'était la question de rendre accessible, en tout cas de faire connaître les métiers du groupe aux salariés, parce que finalement parfois les salariés ils sont là sur leur poste, ils ne connaissent pas forcément les métiers qu'il y a. Je suis d'accord, mais ça c'est quel que soit le salarié, qu'il soit en position de handicap ou pas en position de handicap, tout le monde est censé connaître en tant que manager. Toi, qu'est-ce que tu pourrais, par exemple, je sais pas moi, faire? Est-ce que tu pourrais, par exemple, te dire, je pourrais me rendre accessible pour parler des métiers que moi j'ai dans mon service Est-ce que c'est quelque chose auquel tu serais intéressé de participer si demain la RH mettait quelque chose en place dans ce type-là? Après, moi c'est différent, ça fait 11 ans que je suis là, donc je connais beaucoup de monde à droite et à gauche, et du coup je parle aussi de ce qu'on fait en vente indirecte. Donc indirectement, je fais aussi la promotion au final du département, mais quelque part tout le monde est censé faire un petit peu la promotion de son département, à mon sens. Mais ça c'est mon côté, la vie est belle. Mais du coup, justement, comment est-ce que ça pourrait se mettre en place finalement, si tout le monde devrait le faire de manière formelle? Le problème c'est que si tu commences à mettre du formel là-dedans, dès que tu vas avoir des gens qui vont être obligés d'eux, ça manquera de naturel et t'auras pas le côté naturel. Enfin, il faut que si tu veux que les gens parlent de leur métier, il faut que ça soit vraiment naturel, parce que dans tous les métiers il n'y a pas que du rose, il y a aussi du noir. Je me fais sur mon métier, j'ai des points où je me fais vraiment chier, personne n'en voudra, mais et il faut aussi faire part de... Enfin, je sais pas comment te dire, il faut que...
À mon avis, il faut que les gens, il faut que les gens ils se parlent, il faut que les gens parlent de leur métier, il faut que... Mais du coup, comment ça pourrait être mis en place, justement, au sein d'un grand groupe comme celui-là, où tu as des gens qui finalement n'ont pas forcément accès au siège, par exemple ceux qui sont sur site, en sachant en plus que la plupart du temps, les personnes qui sont en situation de handicap ou en situation de santé fragile sont souvent sur des postes qui justement dégradent leur santé, sont peu qualifiés. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, en tant que manager, tu te dis, au sein d'un grand groupe comme celui-là, où il y a une multiplicité, finalement, de profils... tu fais des mi-vie, ma vie. Ouais. Pourquoi pas faire des vies, ma vie. Après, maintenant, de faire venir quelqu'un en position de handicap d'un site sur le siège pour lui faire voir ce qui existe au siège, je pense qu'il y a une... ça va coûter plus cher à l'entreprise. Encore une fois, c'est ma vision, on va dire, économique. Je dis pas que c'est une perte de temps, parce que pour la personne, ça serait top. Mais ça serait une perte de temps... une perte de temps, je pense. C'est compliqué. En fait, c'est compliqué. C'est notre côté compliqué d'avoir un siège et d'avoir des sites et de ne pas être tous sur la même... Mais bon, on est 12 000, quoi. Donc, c'est pas évident. Elle n'est pas évidente, ta question. La dernière question, elle est encore moins évidente, mais je pense que là, du coup, on en a un petit peu parlé. La question que j'avais posée, c'était comment est-ce que la DRH pourrait encourager la création de postes adaptables. Quand je parle de création de postes, c'est sur la base du besoin du service. C'est-à-dire qu'on a de l'activité, on a de quoi alimenter quelqu'un. Mais l'idée, c'est pas de partir sur un poste déjà existant ou déjà défini comme tel pour justement recruter quelqu'un, mais on sait qu'on a une personne en difficulté de santé, après peu importe le type de difficulté que ça peut être, et on est prêt à un moment donné à se dire, est-ce qu'on peut réfléchir à un moment donné à récupérer des choses dans les besoins du service pour lesquels on pourrait finalement, à partir de ça, créer un poste qui serait adapté à cette personne-là. C'est ça la question que je posais. Et donc moi, je pose la question au manager, c'est quoi les limites d'une idée comme celle-là? Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui n'est pas faisable? C'est quoi les enjeux? Les enjeux, c'est l'argent. Non, mais c'est con, mais les enjeux, c'est l'argent. Une personne comme Charlotte a des capacités à faire certaines tâches qui seraient susceptibles de nous manquer aujourd'hui dans certains pôles. Ouais. Mais on ne serait pas capable de l'occuper à 100%. Donc, le problème, c'est l'adaptabilité de la condition de la personne en situation de handicap par rapport au travail qui est nécessaire à fournir. Mais c'est con, hein, mais je vais toujours revenir sur le côté rentabilité, quoi. Je sais pas sur les autres interviews si tu as déjà eu... En fait, ça dépend vraiment des activités. Ça dépend. Sur la partie commerciale, on est drivé par ça, quoi. On est drivé à la fois par c'est de la rentabilité, en fait. C'est de savoir, une personne, il faut qu'elle produise tant pour que ça soit rentable au niveau du service. Autre question, prenons par exemple le cas d'un Frédéric. Ouais. Là, on est sur quelqu'un qui, globalement, a entre guillemets toute sa tête, c'est-à-dire que lui, il va être moins ralenti, il va être moins une personne qui va être obligée de faire monotâche, du coup. Comment est-ce que, par exemple, toujours dans cette idée de création de postes adaptables, ou en tout cas dans cette idée d'accompagner la personne, est-ce qu'aujourd'hui un service, par exemple comme le tien, pourrait imaginer un espèce de poste évolutif, en sachant toujours qu'on est face à des profils qui sont peu qualifiés. Moi, demain, j'ai un Frédéric qui dit « Ouais, moi, j'aimerais bien faire ce que font les autres, mais je suis au stade administratif, finalement. » Est-ce qu'il pourrait y avoir la mise en place d'un poste, entre guillemets, évolutif qui permettrait à cette personne, au fur et à mesure de monter en compétence, en ayant un poste à temps plein, c'est-à-dire un poste comme tout le monde, mais on permet, au fur et à mesure de monter en compétence, et finalement d'évoluer comme ses pairs
comment ça pourrait être mis en place? Est-ce qu'il y a des limites, des enjeux? Moi, je suis par exemple prêt à prendre n'importe qui. À partir du moment où je t'ai dit, où la personne elle en veut, où la personne elle est motivée justement à apprendre et à évoluer, je peux prendre n'importe qui à partir du moment où ça me coûte rien. Je veux bien faire, en fait, le problème c'est que je suis prêt à donner quelque part de mon temps et de ma personne pour la faire évoluer. Le problème c'est que je ne peux pas la payer parce qu'elle ne sait pas faire. Donc pour moi c'est comme une formation. Et peut-être après, au fur et à mesure, donc ça peut être éventuellement, je sais pas en période, quand tu es en handicap, comment ça se passe au niveau, ou en reconversion, comment ça se passe au niveau de ta rémunération, mais ça peut être éventuellement des validations d'échelons, qui dit, bon, bah, cette personne, elle maîtrise ça, ça veut dire que je vais pouvoir la rémunérer, je te dis une connerie, 200 euros. Elle a validé cet échelon-là, je vais pouvoir la payer 400 euros. Et après, évoluer comme ça. Et au bout d'un moment, quand elle a validé, au final, on revient un peu au VAE, mais une fois qu'elle a validé l'ensemble, on va dire, des unités ou du plan de progression qu'on s'est fixé, on peut dire, bon ben voilà, cette personne, elle est apte, au final, à travailler comme n'importe quel professionnel. Donc après, c'est une question à la fois d'objectif, de temps, et de se dire, bon ben voilà, cette fois, cette personne, elle est apte, elle est valable, je suis prêt à la payer 1800 euros, parce qu'au final, le travail qu'elle fournit correspond à un professionnel qui est payé 1800 euros. Ok. Intéressant, je trouve, comme idée. Je dis ça parce que Falak me disait, par exemple, que finalement, elle sait très bien qu'un truc comme ça, en fait, si tu veux le faire, il faut qu'à un moment donné, la personne soit payée. Et limite, il faudrait que ça soit typiquement, par exemple, la RH qui s'engage en disant, ou le service mission handicap, le service dédié qui dit, moi je paye la compensation et le service paye une partie, par exemple. Tu vois. Et typiquement, effectivement, ça peut être intéressant. Je pense, parce que en fait, encore une fois, sur des métiers commerciaux, on ne peut pas se permettre de payer une personne comme un professionnel, alors il n'y a pas de résultat derrière. Il n'y a pas de résultat, il y a énormément de formation, il y a peut-être plus de lenteur, voilà. Et c'est le problème typiquement que j'ai avec une Charlotte. C'est qu'aujourd'hui, elle est payée, mais elle est en dessous des objectifs. Bien en dessous des objectifs, et bien en dessous, et elle est mieux payée que certains. Et on peut pas, c'est pas possible. Ok, d'accord. Je pense qu'on a